Nous sommes au rendez-vous pour la 4e et l'avant-dernière convocation de la semaine du tribunal de l'actualité, une émission pour juger les faits majeurs de l'actualité d'ici et d'ailleurs. Merci à vous qui nous faites l'amitié de nous suivre sur les médias leaders Truth TV et Watt FM, vous le savez. Nous sommes également accessibles en streaming sur Facebook et en replay sur YouTube. Je suis Adam Scalet Ouedraogo, président de ce tribunal. Avec moi les juges au siège, Bernard Bougma, Geoffroy Vaha. Bonjour et bienvenue. Bonjour président, bonjour juge Vaha, bonjour madame, messieurs. Bonjour juge Bougma, bonjour président, bonjour auditeurs et téléspectateurs. Ce matin, nous allons parler logement et habitation avec les grandes réformes annoncées par le ministère en charge de l'urbanisme, de l'habitat et de la ville. Effectivement, ce dossier-là, justement, est entre les mains de maître Benewende Stanislas Sankara. Il a annoncé la relecture de la loi portant promotion immobilière, une loi querellée et rejetée par certains acteurs. Pourquoi? Nous le saurons à travers cette convocation avec celui que nous avons sur le plateau ce matin, Palingwende Florentin Kafando. Bonjour et bienvenue. Bonjour, chers téléspectateurs et téléspectatrices. Bonjour, Honor. Bonjour. Je rappelle que vous êtes coordonnateur de l'INAPIB. L'INAPIB, c'est l'Union nationale des promoteurs immobiliers du Burkina. L'échange avec les juges, c'est tout à l'heure. Mais avant, nous allons ouvrir la première fenêtre de cette émission, les avant-propos. Et pour cette première partie, nous allons passer la parole au juge Bougma. Merci président. Deux avant-propos. Le premier avant-propos, c'est Emmanuel Macron, le président français, qui annonce que Adnan Abou Walid al-Sahraoui, donc le chef du groupe djihadiste État islamique au Grand Sahara, a été tué par l'armée française. C'est une annonce qui a été faite au cours de la nuit. Donc il a été tué par l'armée française. C'est vrai que pour la France et pour ceux qui sont engagés dans la lutte contre le terrorisme au niveau de la bande sahélo-sahélienne, c'est une victoire d'étape dans la lutte contre le terrorisme. Mais ce sont aussi des organisations qui ont aussi des tentacules, qui savent qu'à tout moment, le leader peut être neutralisé, peut être désactivé, donc effectivement qui prépare d'autres têtes. Donc il suffit pas, c'est vrai que c'est une grosse tête qui tombe, mais en même temps, il y a d'autres têtes également qui avaient déjà poussé. Donc ce n'est pas seulement pouvoir neutraliser le chef, mais il y a toute une organisation d'un point de vue aussi à désactiver. Donc je pense qu'il y a l'un mis dans l'autre, il y a toutes ces choses-là. Ben Laden a été tué, les uns et les autres pensaient que c'était la fin. Ça n'a pas été la fin. Et ça a été comme ça avec les autres chefs terroristes qui ont été tués. Malam Diko, au Burkina, on n'en parle plus, mais on a vu cette sortie sur les réseaux sociaux, cette publication du groupe qui effectivement disait qu'il avait été aussi remplacé. Voilà. Donc ça c'était le tout premier avant-propos, parce que par rapport à la lutte contre le terrorisme, il y a effectivement beaucoup d'efforts à faire encore. Maintenant, le second avant-propos qui est également plus ou moins lié à cela, c'est la situation au niveau du Mali, où le Mali est en négociation effectivement avec ce cabinet militaire privé russe, Wagner. Certains, comme on appelle ça, sont d'accord, d'autres ne sont pas d'accord, mais aussi cette situation est symptomatique d'un État qui est aussi aux abois, qui cherche par tous les moyens à s'accrocher. C'est comme quelqu'un qui se noie et qui est quand même capable de s'agripper à un serpent espérant trouver la solution. Donc c'est aussi ça la situation de ces États qui sont en proie à la lutte contre le terrorisme et qui font face à cette guerre qui leur a effectivement été imposée. Comment est-ce que vous vous défendez? Avec qui est-ce qu'il faut aller? Est-ce qu'il faut aller avec le diable? Donc, c'est des solutions qui sont en train d'être cherchées. Il y en a qui vous disent qu'il faut négocier, d'autres disent qu'on ne négocie pas. Donc, il y a toutes ces solutions-là à trouver. Donc, le Mali estime qu'un cabinet militaire peut aider, même si dans les termes de l'accord, en tout cas pour ce que nous avons vu et qui aurait fuité, il est dit que les mercenaires, c'est-à-dire les combattants de cette entité privée-là, ne vont pas sur le terrain pour combattre les terroristes. C'est-à-dire, dans toute autre chose, c'est dans la formation et dans d'autres appuis et tout, mais pas pour effectivement aller combattre. Mais nul n'est dupe. Voilà, parce que aussi un groupement de militaires privés, c'est des combattants, à un moment donné. Bon voilà. Donc maintenant, ça fâche les puissances occidentales. Paris estime que si c'est fait,
il y a une possibilité que la France se retire, alors qu'elle d'abord, elle avait annoncé son départ, je pense que c'était pour fin juin, après réflexion pour voir ce qui va se passer. L'Allemagne également a sorti la même menace. Est-ce que les autorités de Bamako vont effectivement franchir le pas, signer avec ce cabinet, avec tous les risques possibles? C'est aussi un Mali, comme je l'avais dit hier, qui a comment on appelle ça, qui est arrivé à un niveau où les autorités maliennes doivent déterminer où est-ce qu'elles veulent aller et avec qui elles veulent aller. Et ça, c'est très important. Mais pour les puissances occidentales également, il faut leur comprendre. Ce n'est pas... C'est des États qui traitent d'État à État. Maintenant, il y a un cabinet militaire dont les actions dérangent certains États. C'est aussi leur liberté de dire nous sommes d'accord pour nous associer avec X ou avec Y. Mais maintenant, c'est aussi ça, aussi la souveraineté des États africains. Donc, à un moment donné, il y a ces réalités-là à faire face. Mais qu'est-ce qu'on fait par rapport à ça? C'est toujours dire que l'opinion est très divisée sur cette affaire. Mais pour terminer, le Mali n'aurait pas fait aussi appel à ces choses-là, à ces entités, si toutes ces puissances, tous ces hommes, toute cette logistique, cet appareillage, cet arsenal militaire déployé au Mali depuis près de 10 ans n'est pas encore arrivé à régler la question du terrorisme. Donc il y a aussi cette question qui est une réalité qui est posée sur le terrain. Merci, Juge Bougma. Juge Vara, qu'est-ce qui a retenu votre attention pour cette convocation? Oui, merci, Président. Moi, mon avant-propos va concerner les 21 personnes licenciées, qui ont été licenciées, on se rappelle bien, des agents de police. C'était en 2019. Et on nous apprend hier, à travers un communiqué, qu'ils vont rejoindre illico presto leur poste d'affectation. C'est très intéressant parce que on a vu concernant ce sujet-là beaucoup de tractations, beaucoup de gorges chaudes et même la case justice aussi par laquelle ces personnes qui estimaient être lésées sont passées. On se rappelle qu'en février 2020, si ma mémoire est bonne, il y a eu le tribunal administratif qui a donné une décision qui leur était favorable. Après, il y a eu un appel au niveau du Conseil d'État et décision donnée qui leur était favorable. Donc la logique voulait que l'exécutif s'exécute. Et face à cette décision-là, et que ces personnes soient rétablies dans leurs droits. Hier, on a eu le communiqué qui est tombé. Moi, je dis que c'est bien, parce que souvent, c'est le reproche qu'on fait de ce que les décisions de justice ne sont pas appliquées. Et lorsque c'est monsieur État tout-puissant qui lui-même ne les applique pas, on se dit, à un moment donné, si d'aventure c'est face aux citoyens lambda ou bien entre citoyens lambda, qu'est-ce qui devrait prévaloir? Et je crois que ça c'est très important. Donc c'est la fin, on va dire comme ça, c'est l'épilogue de moult tractations, mais en même temps aussi l'épilogue de gorge chaude, d'envie à un moment donné de régler des problèmes d'une certaine façon, et on se rend compte que là ça n'est pas passé. On nous dit que après une discussion avec les syndicats et l'aval du président du Faso, ils reprennent. Mais moi, ce que je retiens, c'est que la justice a parlé. Merci, Juge Vara. Merci également à l'équipe de réalisation de l'émission Le Tribunal de l'actualité qui nous permet d'être en direct et en simultané sur les médias leaders Twi TV et Watt FM du lundi au vendredi. Palingwende Florentin Kafando, coordonnateur de l'Union nationale des promoteurs immobiliers du Burkina, INAPIB, est notre convoqué du jour. Nous allons parler de la question foncière et notamment la relecture annoncée de la loi portant promotion immobilière au Burkina Faso. Monsieur Kafando, première question. Quand on parle de la question foncière et immobilière au Burkina Faso, il y a des qualificatifs qui reviennent. On parle de bombe sociale, on parle de poudrière. À votre niveau, qu'est-ce que vous faites comme état des lieux de la situation actuellement? Alors, déjà, je vous dis merci. Votre question elle est vraiment pertinente. C'est vrai qu'en tant que promoteur immobilier, donc, nous sommes des acteurs donc, de la chaîne de la promotion immobilière. Alors, l'état des lieux, on peut déjà dire que c'est une activité qui est autorisée par la loi depuis 2008. Donc, comprenez par là qu'il y a eu des effets qui se sont produits. Donc, des promoteurs existent depuis cette date-là pour donc tenter d'apporter leur contribution par rapport donc à la résolution donc de la problématique donc du logement au Burkina Faso. Donc parlons de la réforme précisément, parce que pour nous, il n'est pas question qu'une loi qui régit une activité économique soit figée. Donc on comprend donc l'orientation donc du gouvernement qui est donc de voir si on peut améliorer. C'est ce que nous avons compris dans l'esprit. Donc qui dit amélioration dit bien sûr de voir les points qui puissent permettre aux acteurs, aussi bien à la population de pouvoir en profiter. Et donc parlant justement donc de la réforme, nous trouvons qu'il y a des points d'achoppement, il y a des points qui coincent. C'est pourquoi ça suscite beaucoup de polémiques, j'allais dire.
Et si vous permettez, je peux rapidement vous brosser ces points, l'état des lieux. C'est-à-dire que la réforme annoncée par le chef de l'État au début de son mandat, qui a annoncé donc des réformes relativement au volet foncier et immobilier. Et cette mission a été confiée donc au ministère de l'Urbanisme, de l'Habitat de la ville, qui a bien sûr pris l'initiative donc de revisiter les différents textes. Au départ, je signale que c'est un ensemble de textes qui étaient visés, c'est-à-dire le Code de l'urbanisme, de la construction, la loi 057, l'arrêté d'approbation, donc l'arrêté portant validation des projets immobiliers et également le décret portant donc octroi donc d'agrément. Et on se focalise justement sur la loi portant promotion immobilière, la loi 057. Et quand nous avons été conviés à Manga, c'était bien sûr dans l'espoir qu'on puisse justement améliorer ce secteur. Mais à notre grande surprise, ce n'est pas ce que nous a servi, vu que toutes les observations que nous avons eu à relever n'ont pas été, aucune des observations n'a été prise en compte. Et déjà, je peux vous dire qu'au niveau de cette loi-là, déjà la définition pose problème. Parce que vous savez que la promotion immobilière, ce n'est pas une création made in Burkina Faso. C'est un mécanisme qui existe partout dans le monde entier. Et dans la sous-région, quand vous prenez le Sénégal, le Mali, le Togo, le Niger, c'est la même définition de la promotion immobilière qui dit que quoi? La loi actuelle qui est en vigueur dit que la promotion immobilière consiste justement aux opérations d'urbanisation et d'aménagement. Ça, c'est le premier point. Ensuite, aux opérations de construction. Et enfin, la loi précise que tous les produits fonciers et immobiliers sont destinés à la commercialisation. C'est pour dire quoi? La promotion immobilière, c'est égal au foncier plus construction. Ça veut dire que pour qu'un promoteur immobilier puisse avoir un programme immobilier, il te faut d'abord disposer de foncier. Et c'est comme ça que ça fonctionne. Alors nous avons noté donc que dans l'avant-projet de loi qui nous a été soumis pour appréciation, déjà il y a une définition restrictive. On prend la loi, la définition actuelle, on enlève les opérations d'aménagement et d'urbanisation. Et désormais, la promotion immobilière consiste à la construction des logements et l'extension et la modification des constructions. C'est qui est une définition restrictive et qui dénature même le métier. Ce n'est plus de la promotion immobilière, mais c'est du BTP. Mais ça, au Burkina Faso, ça existe déjà. On sait à quoi l'envoie le BTP. Le BTP, c'est la construction des bâtiments. Si le rôle du promoteur se résumerait désormais à construire, à ériger des bâtiments, ce n'est plus de la promotion immobilière. Donc nous avons attiré l'attention donc du ministère pour leur dire qu'il faut les voir. Parce que ce n'est pas une conception made in Burkina Faso. C'est un mécanisme qui existe partout dans le monde. Et dans l'espace UMOA, c'est clair que la promotion immobilière, c'est toujours le foncier plus la construction. D'accord. Alors, j'ai posé une question de généralité, mais je vois que nous sommes en plein pied dans le sujet. Juge Bougma, déjà, première réaction? Oui, la première réaction en question de généralité, les uns et les autres veulent comprendre le processus, c'est-à-dire comment est-ce que ça marche par rapport à cela, parce qu'on parle de promotion immobilière, après on dit qu'il y en a qui font de la promotion foncière. Est-ce que les deux sont liés? Quelle est la différence, vous qui êtes vraiment vous qui êtes les acteurs concernés? Alors, c'est ce que je soulevais tantôt. Ça veut dire qu'il y a effectivement il faut distinguer justement les deux pans. Et dans notre réalité, ici au Burkina Faso, déjà, il faut signaler que dans la loi 057, on parle de promotion immobilière et ou foncière. C'est-à-dire que les promoteurs sont titulaires donc d'agréments qui leur autorisent à faire de la promotion immobilière et ou de la promotion foncière. Ça veut dire qu'on pouvait séparer ces deux activités. C'est-à-dire que ceux qui veulent, par exemple, faire de la promotion foncière, ils sont à même de pouvoir le faire. Ceux qui veulent faire de la promotion immobilière, ils doivent pouvoir le faire. Mais c'est qu'ici, on a coïncidé les deux. C'est-à-dire que tu peux faire les deux à la fois. Tu peux décider de faire uniquement de la promotion foncière. C'est pourquoi ce n'est pas interdit, par exemple, de faire de la promotion foncière avec la loi actuelle. D'accord. Donc, quand on parle de promotion foncière, il faut parler simplement, c'est vendre des parcelles. Effectivement, la promotion foncière, ça consiste à vendre des parcelles, mais ce n'est pas seulement la vente des parcelles, puisqu'il faut déjà mobiliser, ensuite lotir et pouvoir donc commercialiser, puisque le produit fini, c'est le terrain. Voilà, viabiliser que vous vendez. Alors, ce qui est bien intéressant, parce que effectivement, quand on entend société immobilière, toute société immobilière, il y a rare qui... J'en vois en tout cas, je ne connais pas de dénomination où on dit c'est une société foncière, c'est-à-dire qui ne fait que vendre des parcelles morcelées et vendre. Donc c'est la promotion immobilière, mais à l'intérieur, effectivement, il y a des parcelles effectivement qu'on achète. Mais ce n'est pas de votre faute, puisque vous dites que la loi dit promotion immobilière et ou foncière. Donc vous avez aussi effectivement la possibilité de faire les deux. Sauf que dans les pubs, parfois, on voit que
on dit que c'est livré avec titre foncier, mais quand l'acquéreur arrive, il lui faut faire d'autres démarches, effectivement, pour avoir ces papiers de, comment on appelle ça, des titres fonciers. Pourquoi? Alors, merci beaucoup pour cette question, elle est pertinente. Effectivement, comme je vous l'ai dit, au Burkina Faso, on a l'avantage qu'il y a tout un national juridique qui a pris le soin donc de baliser le terrain. Ça veut dire que tout ce que nous faisons ici comme activité liée à la promotion immobilière, tout est balisé par la loi, c'est encadré par la loi. On a tout ce qu'il faut. Alors déjà, la loi a précisé, le promoteur immobilier, ce qu'il délivre comme document de propriété, c'est le titre foncier. Et ça, c'est clair dans la loi. Et le titre foncier, vous savez que c'est en matière de sécurité foncière, je peux dire que c'est le titre, je passe sous votre contrôle, c'est le titre suprême. Alors, la loi permet donc aux promoteurs immobiliers qui arrivent justement à immatriculer ces terres, qui arrivent justement à obtenir l'acte de cession définitive délivré par les différentes autorités habilitées et à pouvoir justement disposer d'un titre foncier maire. Ça veut dire que c'est sur l'ensemble, par exemple, de la superficie. Si tu as 100 hectares, si tu disposes de 100 hectares donc, comme propriété, tu vas donc faire comment? Tu vas morceler. Ça veut dire que comme c'est un lotissement, certainement, on va devoir enlever la voirie, on va enlever les équipements tels que prévus par la loi et on va dégager des parcelles certainement et des parcelles commerciales. Et c'est ça justement qui permet donc d'individualiser les titres. C'est-à-dire qu'un client qui vient vers un promoteur immobilier pour acheter, dans un premier temps, et comme c'est une question de procédure, le processus est assez long. Quand tu déposes déjà du titre foncier, tu dois pouvoir donc commencer la pré-commercialisation, tu dois pouvoir donc commencer la commercialisation. Et en ce moment-là, quand le client il achète, quand tu reçois de l'argent, tu perçois de l'argent d'un client, tu dois pouvoir donc faire ce qu'on appelle une attestation. C'est-à-dire que le produit d'attestation provisoire, en attendant donc l'établissement donc du titre foncier. Et ça, c'est quand on a le titre foncier maire, ensuite on montre le titre foncier individuel, la personne pourra faire la mutation. Vous savez que le titre foncier ne peut pas être délivré sur un terrain nu, en principe. Ça veut dire que le client qui vient pour un terrain nu, normalement nous lui délivrons donc l'acte notarié plus la procuration, plus une copie du titre foncier. Et ça lui il a un délai de 5 ans pour pouvoir faire la mise en valeur et faire dresser un procès verbal de constat et d'évaluation et de mise en valeur pour justement opérer la mutation en son nom. Puisque la loi autorise que les promoteurs immobiliers puissent avoir un titre foncier sur un terrain nu, mais pas le client. Ça veut dire que le client, pour pouvoir donc opérer cette mutation en sa faveur, il doit donc préalablement mettre en valeur le terrain. Et c'est le constat que nous avons ici au Burkina Faso. Mais je profite en même temps nuancer mes propos pour dire que par exemple déjà la loi prévoit l'établissement des attestations d'attribution et l'établissement des attestations d'acquisition. Ça c'est le receveur de domaine qui est habilité à établir ces documents. Donc ce que le promoteur délivre comme attestation, ça n'a rien à voir avec ce qui est prévu dans la loi par rapport aux compétences donc du receveur des domaines. Mais nous le faisons en tant qu'entreprise parce que quand tu reçois de l'argent, il faut que tu puisses dire que je sous-signe un tel directeur, je connais qu'un tel a payé 5 millions à notre niveau pour acquérir telle parcelle, lot, section, numéro. Vous dites en clair que ce que vous donnez n'a pas valeur. Si, c'est une valeur juridique puisque ça nous lie au client et ça permet au client donc de réclamer sa parcelle, puisque la parcelle sera individualisée par rapport à l'attestation. Quand je dis valeur, il faut qu'on se comprenne. J'ai l'impression que ce que vous êtes en train de nous dire, ça ne fait que matérialiser un genre de commerce que vous avez eu, un genre de relation commerciale. Maintenant, ça n'a pas valeur pour celui qui en est détenteur de dire que ça là, du point de vue du droit, c'est ma parcelle. Oui, déjà, bon, comme je l'ai dit, c'est une valeur juridique qu'il faut nuancer. Vis-à-vis, donc, dans nos rapports avec les clients, c'est une valeur. Je n'ai pas dit non. La valeur juridique ne tient que dans le fait que du point de vue du droit, j'ai donné de l'argent à celui-ci et il m'a donné quelque chose en retour il m'a garanti que je le lui ai donné. Il y a quelque chose voilà, c'est la valeur juridique. Mais j'ai dit, l'autre valeur juridique qui est dans l'entendement de celui qui vient vous donner de l'argent, c'est que ce papier-là certifie qu'il est lié à cette parcelle-là du point de vue du droit. Il peut venir dire demain, c'est ma parcelle. Ça, c'est pas possible. Oui, puisque dans le processus, ce n'est pas comme si c'est le document définitif qu'on le délivre. L'attestation n'est pas le document définitif. Puisque le document définitif, c'est le titre foncier qu'on va le délivrer. Mais dans vos pubs, dans les pubs qu'on a très souvent, c'est ça le problème. C'est que vous n'avez pas le document final, mais vous dites, et c'est l'impression qu'on donne dans les communications qui sont faites,
c'est que à partir du moment où vous avez ça, ne craignez plus, c'est pour vous. Alors que non, du point de vue du droit, ce n'est même pas lui encore. Ce qui se passe, c'est que vous êtes encore dans des transactions. Moi, je prends par exemple, comme ça au mot, une interview qui avait été réalisée dans l'Économiste du Faso avec, je pense, le service des impôts, quelqu'un comment ils appellent ça, secteur dominant. Je vais trouver ça, le titre de façon claire. Il disait sur les 250 entreprises en son temps, du domaine de l'immobilier, là, du domaine la promotion immobilière, okay. Évidemment, c'est que moins de 15, il le disait, possédaient vraiment les titres fonciers sur les terres, les parcelles que les personnes là détenaient. Moins de 15. Alors que je pense qu'on vend ce qui t'appartient. En définitive, ce dont tu peux prouver comment dire cela, ce dont tu peux prouver la possession. Et ce qui te donne le droit définitif de dire c'est pour moi et que je peux vendre, vous êtes d'accord avec moi que c'est ce titre-là. Oui, mais plus sur les 250 qu'on a, moins de 15 les détiennent. Mais ils continuent de commercer et de donner des papiers aux gens et leur donner l'illusion qu'ils les ont. C'est ça aussi. Et après, on a des problèmes. Votre honneur, je me permets, ce n'est pas de l'illusion. Parce qu'en réalité, le promoteur immobilier, quand il commence à appeler commercialiser, c'est qu'il dispose déjà de son titre foncier mère. Ça veut dire qu'il atteste la propriété. Et comme c'est un cheminement, vous n'allez quand même pas nous dire que celui qui veut acheter un terrain nu, et que la loi qui dit qu'il faut mettre en valeur d'abord le terrain, je suis en droit d'attendre de réaliser le logement avant de pouvoir le vendre. Ça veut dire que c'est dans le processus. Je lui délivre l'attestation pour matérialiser notre opération et par la suite, on lui donne l'acte notarié plus la procuration et une copie du titre foncier. Et avec ça, une fois qu'il a mis en valeur le terrain, il va faire constater par les experts immobiliers, les services des impôts, l'état des lieux, c'est-à-dire que l'évaluation et le constat de mise en valeur. Et avec ça, il fait sa mutation. Et ça veut dire que ce n'est pas comme si on vendait l'illusion. Non, ça existe déjà. Puisqu'il y a un titre foncier mère qui est octroyé au promoteur immobilier. Moi, je l'ai dit sur la portion donnée. Quand je dis pas que vous vendez l'illusion. Je dis seulement qu'il y a problème. C'est qu'on vend quelque chose dont le process d'acquisition n'est pas arrivé à son terme. C'est-à-dire que celui qui le vend, dans le process même d'acquisition, qui doit arriver à son terme pour dire je le détiens de façon entière, cela n'y est pas. Et on met tout le monde dans un process. La preuve, on a plein de procès, on a plein de procès sur des souscriptions. Pour des projets, il y a telle cité, il y a ceci, il y a cela, il y a plein parce que le gars il a payé, il est en train de payer ou bien il a payé, on lui a donné des documents, mais en définitive ça ne lui appartient pas encore. Et l'entreprise elle-même, elle est dans des problèmes, elle est dans des situations devant la justice et tout le monde est là, tout le monde attend. On les a tellement reçus ici sur nos plateaux. Et je rappelle ce que je disais tout à l'heure là. C'était une interview de Ousmane Zoungrana, qui est inspecteur des impôts, directeur des affaires domaniales et foncières, direction générale des impôts. Je rappelle le propos que je disais tout à l'heure là pour qu'on se comprenne. Il y a en effet bon nombre de promoteurs immobiliers ne disposent pas de titres fonciers sur leur site. Sur plus de 250 promoteurs immobiliers disposant d'agréments délivrés, c'est lors de l'interview par le ministère en charge de l'urbanisme pour l'exercice de la promotion immobilière, moins de 15 promoteurs immobiliers disposent de titres fonciers délivrés par le ministère en charge des finances. Bon, ça c'est d'autres choses. Je veux dire, souvent on est dans cette réalité-là. Ce que nous savons, ce qu'on vend, c'est que vous appartient. Mais le problème, c'est que en matière de parcelles et de terres, aujourd'hui, on est dans cette réalité-là où quelquefois, on vend ce qui de façon définitive, n'appartient pas à celui qui le vend. Et c'est pas que ça. Je pense qu'on est là pour parler de la relecture et tout. Mais je pense que le plus important, c'est qu'aujourd'hui, quand on avait reçu le ministre, il y a eu quelques jours, il disait ceci. Quand on regarde l'État, c'est-à-dire que l'administration ou ceux qui ont géré à un moment donné sont fautifs de la situation dans laquelle on est aujourd'hui. Parce que les textes, quoi qu'on dise, avaient leurs tares, leurs avatars, avaient tout. Et aujourd'hui, ils ont décidé de bien faire. Mais le problème, c'est qu'il y a un passif. Moi, la question que je me pose, est-ce qu'aujourd'hui, vous êtes conscient aussi,
avec tous les Burkinabés, qu'il y a un véritable problème sur la question du foncier aujourd'hui. Est-ce que vous êtes d'accord au moins qu'il y a un véritable problème et qu'il y a une responsabilité notamment des promoteurs que vous êtes? Oui, bien sûr, on a pleine conscience qu'il y a des difficultés dans le secteur, mais la responsabilité, je pense qu'elle est partagée. Parce que tantôt vous parlez, j'ai dit tout à l'heure, est-ce que vous savez que dans le process de l'établissement des titres fonciers, l'État a un grand rôle à jouer? Quand une loi te dit, si l'État n'a pas un grand rôle, je ne sais pas qu'est-ce qu'il fout, lui. Oui, et quand par exemple on te dit que dans la détermination ou la délivrance du titre foncier, il y a le manuel de procédure du guichet unique qui t'indique clairement dans quel timing tu peux obtenir un titre foncier en tant que promoteur. Donc dès que tu acquiers les différentes terres, les différentes délibérations des mairies, et que tu disposes donc de l'arrêté d'approbation et que tu déposes ton titre foncier, au maximum c'est 45 jours que l'État a pour te délivrer le titre foncier. Mais si on met 2, 3, 5 ans sans motif légitime, on ne les jette pas, on ne traite pas. Justement, ça met tout le monde mal à l'aise. C'est pourquoi, pour devenir par rapport à la question des titres, vous savez que dans la promotion immobilière, c'est permis qu'on puisse avoir des programmes de souscription. Vu que nous avons en fait des clients souvent qui sont en bas de l'échelle, ça veut dire qu'on a ce qu'on appelle souscription, c'est des programmes. Moi, je peux adhérer à un programme quelconque d'un promoteur immobilier sur le temps, sur 10 ans, sur 5 ans, pour l'acquisition. Et nous inscrivons dans la dynamique que normalement, l'État devait jouer son rôle pour qu'on puisse avoir les différents titres fonciers dans le timing. Donc, c'est ce qui coince en fait à ce niveau, au votre honneur. Ça veut dire que ça pose problème. Quand par exemple, tu disposes d'un titre foncier, et quand tu déposes même pour le morcellement de titres individuels, ça prend du temps. Parce qu'il faut que le ministère de l'Urbanisme et de l'Habitat renvoie le dossier. Et quand il met le pied dessus, ça pose problème. Donc ça met vraiment tout le monde mal à l'aise. C'est comme si moi j'ai l'impression qu'on ouvre la maison, on rentre et après on nous crée des problèmes. Donc effectivement c'est une situation que nous dénonçons et nous ne sommes pas à l'aise avec cette situation. Puisque à quoi bon nous délivrer des titres fonciers si après dans la procédure pour individualiser ça traîne. Voilà, donc c'est déjà pour vous rassurer par rapport à ça et vous dire aussi que c'est pas forcément l'illusion que nous vendons puisqu'il y a des programmes aussi qui obéissent à cela. Quelqu'un peut s'engager sur 5 ans et tant qu'il n'a pas fini de payer, il ne peut pas déjà me dire de mettre à sa disposition du titre foncier. Voilà, il y a ce qu'on appelle la pré-commercialisation. Ça veut dire que le monsieur est souscrit, il cotise et à hauteur donc du prix de la vente, en ce moment il pourra nous demander donc de libérer le titre foncier. Il y a aussi cet aspect-là qu'il faut considérer. Alors, juge Bouma. C'est bien qu'il ait levé un coin de voile sur cette affaire des titres fonciers. Parce que le promoteur ne disait pas que le titre foncier, d'abord, c'est pour lui, pour le domaine, pour qu'il fasse l'activité. La publicité était claire. Livré avec titre foncier. C'est passé. C'est dit livré avec titre foncier. C'est à l'acquisition, vous dites, mais bon, le titre foncier, on dit oui, il faut d'abord viabiliser, après vous avez 5 ans pour le faire, ce n'est pas pressé. Vous vous rendez compte que pour faire ce titre foncier, non seulement c'est à vos frais, et c'est aussi un parcours du combattant. Vous vous rendez compte que ce n'est pas vrai. Et pire encore, vous vous rendez compte que monsieur n'est même pas détenteur d'un titre foncier. Donc, et quand on vous entend parler, c'est comme si dans vos rangs aussi, tout le monde est clean. Alors qu'à la lumière des chiffres que le juge vient de donner, il y a aussi des brebis galeuses dans vos rangs. Mais quand on vous entend parler, c'est comme si tout le monde est clean, tout le monde est propre, il n'y a pas de, comment on appelle ça, des personnes qui sont effectivement abusées ou désabusées. Des promesses ne sont pas tenues, les espaces verts prévus ont été morcelés. Tout ce qui a été prévu comme lieu de respiration, comme des espaces verts, poumons verts, c'est morcelé et vendu sous forme de parcelles. Et comme on appelle ça, les autres difficultés, c'est lié même aux engagements par rapport à l'eau, comme on appelle ça. Et comme on appelle ça, les acquéreurs contactent l'ONEA, bon, qui fait de l'eau, l'ONEA pour ne pas la citer, mais compte tenu du fait qu'il y a un problème de régularité, elle ne peut pas venir mettre ses bornes. Et vous débrouillez maintenant pour avoir l'eau sur votre site. Il y a ces réalités-là aussi. Donc maintenant, quand on vous entend parler, c'est comme si effectivement tout est clean. Alors que quand on lit les rapports comment on appelle ça, le rapport d'enquête parlementaire, ou bien certains clients non satisfaits, vous les écoutez, vous vous rendez compte que ce n'est pas ça. Oui, justement, je rebondis. Effectivement, bon, c'est vrai, vous dites qu'à l'exposé, c'est comme si tout est rouge chez nous. Non, nous le prenons, c'est comme tout secteur, là. Il y a la brebis galeuse. Voilà, nous disons que dans nos rangs, effectivement, il y a la brebis galeuse, il y en a aussi qui n'arrivent pas à suivre. Mais il faut aussi s'interroger, pourquoi est-ce que
une activité qui au départ est vraiment simple parce que c'est encadré. Pourquoi nous en sommes arrivés là? C'est parce que justement, il y a un problème véritable au niveau de l'administration. Et de ceux qui ne sont pas traités. Et quand ce cas est patent, ça pose beaucoup de problèmes à tous les niveaux. C'est pourquoi je dis tout à l'heure que ça nous met mal à l'aise aussi. Quand tu découvres que même pour le traitement des dossiers, les délais ne sont pas respectés par l'État. Donc l'État qui fixe ses propres règles ne respecte pas. Et quand c'est comme ça, la conséquence là, ça découle. Il y a une répercussion en tout cas sur tout le monde. Donc, par rapport aux espaces verts dont vous avez parlé, je vous signale que c'est rare de voir un promoteur immobilier qui morcelle des espaces verts pour vendre. Non, ça ne relève pas des promoteurs immobiliers. Vous pouvez peut-être faire l'amalgame. Sinon, il y a des lotissements effectués par l'État. Effectivement, on parle de morcellement de bandes vertes et autres. Mais chez nous, par exemple, c'est encadré. Puisque le lotissement, on ne le maîtrise pas. C'est d'abord l'architecte qui fait le plan avec les quotas conformément aux différents textes en vigueur. Et c'est l'urbanisme qui approuve le projet. Et dès que le titre foncier sort, c'est en fonction des différentes destinations des équipements. Par exemple, les aires administratives, les aires foncières, espaces verts, les écoles, les centres de santé, tout est prévu dans un lotissement. Et le promoteur ne peut même pas vendre ces terrains-là. Parce que l'administration ne va pas accepter. Quand il y a un guichet unique pour faire le morcellement, la destination ne sera pas changeable. Je suis désolé, mais ces propos dont je suis en train de dire, je les tiens de l'ancien ministre Dieudonné Bounane qui était assis à votre même place. Ceux qui disent, ils vous présentent les papiers au niveau du ministère, tout est clair, les espaces c'est prévu que dans l'espace, il y aura des espaces verts, il y aura, parce que ça permet à ceux qui sont de respirer tout, voilà. Mais à l'arrivée, c'est après vous vous rendez compte que effectivement, monsieur n'a pas respecté ses engagements. Je ne parle pas de lotissement de l'État. Je parle de quelqu'un qui vient avec un plan immobilier pour une zone donnée, qui dit je vais en faire effectivement une cité ceci avec ces commodités-là à l'intérieur et qui ne les respecte pas. Nous avions dit au ministre, en ce moment, c'est votre responsabilité de pouvoir effectivement traquer cette société pour qu'effectivement elle puisse respecter ses engagements. Ça, nous lui avons rappelé et dit oui, c'est vrai, ah, oui. Là, ils le reconnaissent, mais parmi vous, il y en a qui le font. À Basinko, vous prenez dans certaines zones, parce qu'à Basinko, il y a presque toutes les sociétés à Basinko. Mais il y a des sociétés qui l'ont bradé. C'est les riverains qui le disent. C'est comment on appelle ça, les résidents qui le disent. Nous, quand on avait vu le plan, ici il y avait ci, ici il y avait ça, ici il y avait ça. 2 ou 3 ans après, c'est les gens qui sont venus construire. Nous avons voulu en savoir, ils ont dit non, qu'ils ont payé. Monsieur n'a pas respecté ses engagements de départ, vous pouvez vérifier. Mais est-ce que vous savez que Basinko ne relève pas donc du fait de promoteur immobilier? Non, moi je n'ai pas dit que Basinko ne relève pas, c'est un projet de l'État, voilà. Mais il y a des sociétés immobilières qui y sont. Et nous... Mais maintenant, il y a un laxisme et un laisser-faire du gouvernement qui est là, et certains d'entre vous ont abusé. Les responsabilités sont situées. Alors rapidement, l'intervention des promoteurs immobiliers à Basinko, je vous le dis, c'est dans le cadre du programme national de construction de logement, avec la politique du chef de l'État. C'est-à-dire que le promoteur n'intervient pas par rapport à l'acquisition du foncier. C'est l'État qui met à notre disposition le parcellaire. Tu dois construire 300 logements. Par exemple, mon structure a été attributeur dans les 300 logements que nous avons réalisés. Et c'est simple, on te montre le parcellaire, on te donne le plan, construit ici. Donc tu n'as pas à gérer le foncier à Basinko. Donc ça m'étonne que on me dise aujourd'hui que les promoteurs ont morcelé des espaces verts à Basinko. Ça n'existe pas. Ce sont les résidents qui l'ont dit. Oui, mais bon, ils n'ont pas la bonne information, monsieur le juge. Sinon, en réalité, ça ne peut même pas se réaliser. C'est même pas possible. Monsieur Kafano, en début d'émission, vous l'avez rappelé, hein, la loi, elle est dynamique, elle s'adapte aux réalités du moment. Et quand on écoute aujourd'hui le diagnostic fait par le ministère, on parle de vente de terrains nus, la non-viabilisation de sites, l'accaparement du foncier rural à des fins de promotion immobilière, la démesure des superficies, ce sont des réalités. Alors, à vous écouter, la loi, elle est parfaite, toutes les dispositions sont prises. Finalement, est-ce que ce n'est pas cette réalité qui impose justement qu'on dissocie la promotion foncière de la promotion immobilière? Alors déjà, je vais réagir. La loi, l'avant-projet de loi, vous voulez dire, tel qu'il est proposé, il n'est pas du tout parfait. J'avais commencé déjà à vous faire part de nos observations. Qu'est-ce que vous reprochez à la monture actuelle? Voilà, justement par rapport donc à la définition même de la promotion immobilière. Ce n'est pas de la promotion immobilière parce qu'on ne peut pas occulter le foncier de la promotion immobilière. Et cette loi aussi instaure ce qu'on appelle un système de monopole. Vous savez que avec le régime actuel, le secteur privé peut aussi apporter sa contribution pour donc accompagner l'État dans le cadre donc de la résolution de la problématique du logement. C'est ce qui nous permet donc d'intervenir et c'est ce qui nous motive. Moi, en tant que fils de ce pays-là, j'ai envie d'apporter ma contribution.
Et cette loi nous permet justement de pouvoir le faire. Mais désormais, ce ne sera plus possible parce que ça va être l'État via les sociétés d'État. C'est-à-dire que la Sonature, le CGC et autres, qui vont être habilités à pouvoir même mobiliser la terre, à pouvoir donc effectuer des opérations de lotissement, 3, à pouvoir vendre des terrains nus. Donc on nous interdit donc la promotion foncière, on nous interdit de faire du lotissement et on permet aux sociétés d'État, qui normalement, l'État qui ne faisant pas le commerce, normalement si l'État décide donc de créer une société d'État, on doit lui appliquer les mêmes règles, puisqu'on parle de la loi sur la promotion immobilière. Et monsieur le juge, je passe sur son contrôle, normalement cette discrimination-là ne doit pas pouvoir se faire dans une loi. Parce que si l'État se comporte comme un commerçant, on doit lui appliquer les mêmes règles. Pourquoi est-ce qu'on nous retire le droit de pouvoir mobiliser, de pouvoir lotir, de pouvoir commercialiser les parcelles nues et en retour, on permet aux sociétés d'État de pouvoir le faire. Vous estimez qu'il y aura une concurrence déloyale? Oui, c'est une discrimination. Et la Constitution est claire. Que ce soit les personnes morales ou les personnes physiques, on doit être traité avec le même pied d'égalité par rapport à une situation. Et encore, cette loi remet en cause fondamentalement le droit des propriétaires terriens. C'est-à-dire que désormais, tu ne peux plus céder ta terre à qui tu veux, si ce n'est qu'à ces sociétés d'État-là. Nous estimons que c'est un peu piétiner le droit de la propriété garanti par la loi 034 qui dit que le domaine foncier national est réparti en 3 catégories, les terres de l'État, les terres de la collectivité et le patrimoine des particuliers. Donc ça pose problème. Ensuite, nous avons vu que c'est un moyen aussi de récupérer en fait les terres, puisqu'on dit que désormais, c'est l'État qui constitue les terres destinées à la promotion immobilière. Lesquelles terres? Nous nous posons des questions. Et ensuite, cet avant-projet de loi remet en cause fondamentalement tous les projets déjà introduits dans la chaîne de promotion immobilière. Et en la matière, vous avez par exemple, après la mobilisation foncière, nous déposons les dossiers à mon du forum pour la demande d'arrêté d'approbation. Pour que le ministère regarde si le projet est bon, il approuve. Il y a des gens qui ont déposé pour le titre foncier. Parce qu'ils ont eu l'arrêté d'approbation, ils ont déposé pour le titre foncier. Il y en a aussi qui ont déposé pour l'autorisation de lotir. Tout ça, c'est des documents qui participent au processus. Et lors donc, de l'atelier de Manga, nous avons demandé, pour une question de principe, quand il y a une loi qui doit être votée, c'est pas comme si c'est maintenant on vote la loi. La loi existe déjà. Il faut faire attention pour ne pas piétiner aux droits acquis. Parce que les situations qui sont pendant devant le ministère qui ne sont pas traitées. Nous avons demandé à ce que on annonce dans la loi au niveau de la phase transitoire que ces questions-là seront traitées sous l'égide, continueront toujours à être l'égide, sous l'égide de la loi actuelle, jusqu'à terme. Parce que c'est important. Moi, j'ai mobilisé dans des circonstances données. On ne peut pas faire le saut agir la loi. Pour nous, la loi dispose pour l'avenir. Et c'est ce que nous avons demandé. Donc, cette remise en cause-là va créer problème. Parce que désormais, on ne peut plus faire de la promotion immobilière, on ne peut plus mobiliser, on ne peut même plus vendre des terrains nus. Alors que nous, déjà, en mobilisant il y a 5 ans, c'était possible. Et c'est à la lumière de la loi en vigueur là que nous avons travaillé. Aussi bien que dans les modèles que nous avons, je vous l'apprends, c'est des modèles intégrés. Ça veut dire qu'en tant que promoteur, tu ne peux plus acheter par exemple 100 hectares, même quand tu as l'argent. Les gens ne vont quand même pas te céder leur village et puis quitter les lieux. Non, ils participent au projet. C'est bien que cette mise en cause là des actes déjà effectués posera problème au sein de la population. Puisque dans le modèle dressé, on doit les verser en contrepartie des parcelles. Ils font partie du lotissement. Par exemple, si tu as 3000 parcelles, ça veut dire que les 2000, là, tu dois les verser aux propriétaires terriens. Et ça, c'est leur droit. Ils sont libres de disposer comme ils veulent. Vous imaginez, par exemple, après 5 ans, on les met tout à plat, on nous dit, bon, M. Kafando, ce n'est plus possible, on rejette votre projet. Et on le met tout en cause. Et que désormais, je ne peux plus mobiliser. Donc, je suis obligé de retourner vers ces derniers pour leur dire que le projet n'aura pas lieu. Ce sont des inquiétudes que nous avons soulevées lors de l'atelier de Manga, qui malheureusement, ça n'a pas été, nos préoccupations n'ont pas été prises en compte. La preuve en est que la mouture que nous avons, la dernière mouture de l'avant-projet de loi, on a tout balayé. Le ministre nous a proposé de mettre en place un comité ad hoc pour traiter de ces questions-là, le passif. Nous avons estimé que c'est sa liberté à lui. Il peut justement décider de comment il va traiter les dossiers devant l'administration. Parce que pour nous, c'est une continuité. Donc, nous ne sommes pas souscrits en tout cas dans ce format-là. Parce que pour nous, il faut l'annoncer dans la loi. Puisque la phase transitoire, on a demandé 3 ans. Et ils nous ont accordé 1 année. Voilà, 1 année pour justement la phase transitoire, pour nous permettre de nous mettre à jour. Mais ça pose problème. Vous savez que les projets immobiliers en général, là, la moyenne, là, c'est 3, 5, 10 ans. Un projet immobilier, ce n'est pas en 2 ans, 1 année qu'on peut réaliser. Ça nécessite des fonds colossaux. Donc ça déjà, ça pose problème. C'est pourquoi nous avons dit, annoncer ça dans la loi, ça permet de contenir les effets pour les opérations déjà engagées auprès des banques, auprès des propriétaires terriens, qui aussi attendent. Voilà, c'est ça notre problème. Ok, juge va. Je vous ai écouté avec commisération, mais moi il y a beaucoup de points sur lesquels peut-être je partage
quelque peu votre argumentaire, mais il y a des points sur lesquels je suis foncièrement pas d'accord. D'accord. Vous êtes un commerçant, hein. Moi je vais dire ça comme ça. C'est-à-dire que vous travaillez sur ce que vous pouvez dégager comme bénéfice. Tout à fait. L'État est dans une autre démarche. Et puis on est en train de parler de quelque chose, c'est la terre. La terre, c'est pas une marchandise, c'est même pas le caractère extensible. Ce n'est pas un bien qu'on achète et puis on vend comme ça. Vous savez, dans nos sociétés là, il y a une valeur attachée à la terre elle-même. Tout à fait. Et vous parliez tout à l'heure de ceux-là qui en sont les propriétaires ou qui de façon catégorielle sont ceux-là qui peuvent avoir droit de vendre ou quoi. Mais je vais vous poser une question. Vous disiez tout à l'heure, il y a les propriétaires terriens, pour vous paraphraser, hein, pas dans avec les mêmes mots, à qui on doit reconnaître le droit de vendre ce qui leur appartient. Et que, logiquement, ça c'est un droit qu'on devrait leur reconnaître. La terre, là, ça appartient à qui? À leurs ancêtres, à eux ou à leurs enfants? C'est à qui vous reconnaissez le droit de vendre? Aux propriétaires terriens. C'est ses ancêtres, c'est lui qui est là aujourd'hui, ou bien sont ses enfants? Vous savez, vous avez parlé, vraiment c'est un point important. Je profite en même temps pour vous le dire. Étant sur le terrain, je sais ce que c'est que la question foncière. Le propriétaire terrien là, c'est les populations, les chefs de terre, les chefs coutumiers savent comment déterminer le propriétaire aujourd'hui. Et ça, je veux seulement dégolder un poulet. Je me permets de le dire pour savoir, voilà, pour savoir qui est propriétaire terrien. Parce que sinon, pour répondre à la logique, ce qui est administratif, c'est celui qui dispose d'un titre. Et celui qui est possesseur foncier aussi. Parce que le droit de la possession foncière rurale aussi est reconnu. C'est eux qui sont les propriétaires terriens, à mes yeux. Nous, en tant que promoteurs. Voilà, mais parce que c'est ce que j'ai dit, vous êtes dans le commerce, donc vous commercez avec celui qui est là aujourd'hui. Vraiment, quand j'ai dit que la terre, là, il y a une valeur plurielle. Il y a une dimension plurielle. Il y a à la voir autrement qu'un bien qui se vend aujourd'hui et maintenant. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de problèmes et on parle d'une bombe. Et que il faut accepter qu'il y ait l'État qui veuille bien, on va dire, désamorcer ce qui est en train de se passer, juguler ce qui peut l'être, et puis essayer de corriger ce qui peut l'être. On est d'accord qu'il faut que vous continuiez votre activité. Et tous les Burkinabés ont besoin que ça se passe bien pour que demain ils puissent loger dans de bonnes conditions. Mais ça doit être encadré. Aujourd'hui, regardez, le vieux il vient, il vend la terre. C'est pourquoi j'ai posé la question à qui ça appartient pour qu'il le vende. On se retrouve dans plein de situations où ceux que vous appelez propriétaires terriens sont à visage variant. Les vieux là viennent vous le vendre, les jeunes là ils sont en train de vendre ça ailleurs, et après on se retrouve sur des mêmes terres avec des vendeurs différents, avec des problèmes qui sont profonds. C'est ce que je dis, la terre, ce n'est pas un bien de quincaillerie, ce n'est pas pareil. Donc c'est pour ça que j'ai dit que quand on fait l'analyse aussi, il faut faire attention. Oui, pour ajouter à ce qu'il dit, la terre c'est un bien commun. Il y a eu l'exemple de Combisiri, les vieux, les doyens, comme on les appelle, se sont retrouvés, se sont entendus. Bon, on va vendre cette partie, et puis bon, voilà le montant, l'acquéreur est prêt, il veut payer. Les jeunes arrivent, les jeunes disent également, c'est la terre de vos parents, c'est aussi la terre de nos ancêtres, nous ne sommes pas d'accord. Non seulement nous ne sommes pas d'accord sur le principe et sur le coût. C'est pas pour vous seul, c'est pour nous aussi. Parce que on a les mêmes aïeux, on a les mêmes ancêtres. Donc on n'est pas d'accord. En ce moment, comment on détermine le propriétaire terrien? Mais l'acheteur est obligé de le plier. Puisque le vieux qui est le chef de famille, avec les autres anciens qui sont là, disent il n'y a pas de problème. Mais les jeunes disent on n'est pas d'accord. Et gare à toi, si tu prends cette terre-là, tu ne viendras pas ici. Les vieux ont vendu, ils peuvent prendre leur argent, mais toi, tu ne viendras pas. Parce que nous aussi, nous avons un droit de sol, c'est notre droit. Donc, en ce moment-là, parce que même le ministre ici a été clair, la mention propriétaire terrien, là, elle n'a pas été clairement définie. Ce qui fait que n'importe quel jeune de la même localité peut se lever contre une vente et puis il dit qu'il n'est pas d'accord. Et puis ça ne marche pas. Puisqu'il dit que c'est un bien commun. On a les mêmes ancêtres, on a les mêmes grands-parents. Donc vous êtes les papas, oui, les tontons, mais nous aussi on n'est pas d'accord et puis ça ne marche pas. Il y a ces cas-là. Où parfois, lui il vend et les jeunes aussi viennent vendre. Ou bien des cas où au village, le vieux a vendu, les enfants qui sont au village reviennent dire au monsieur, va reprendre ton argent. Qui sont, en ville, dire, bon, il faut reprendre votre argent. C'est vrai, le vieux a vendu avec vous, mais on ne veut pas de problème. Nous ne sommes pas d'accord, nous nous opposons. Donc c'est mieux de repartir prendre
vos sous avec le vieux, mais vous n'allez pas investir parce qu'on n'est pas d'accord. Et ça ne marche pas. Et ça devient des problèmes au niveau de la justice. Donc vous-même, vous êtes d'accord que la loi n'a pas défini qui est propriétaire terrien, qui est, comme on appelle ça, la notion de propriétaire terrien n'a pas été suffisamment éclaircie par la loi. Si moi j'ai des terres aujourd'hui, sur une base légale, je suis allé acheter ça à Sapou, j'ai mes papiers, je suis propriétaire, moi je peux revendre comme je veux, j'ai mes titres fonciers, tout et tout, ça c'est pour moi. Ça, je l'ai acquis légalement. Mais quand il s'agit de terres non légales et tout, il n'y a même pas d'APFR, comment est-ce qu'on fait? En ce moment, ça devient problématique. Donc, ça demande un encadrement. Mais on a l'impression que vous ne voulez pas cet encadrement. Mais est-ce que vous savez que la question, les conflits liés au foncier, ça ne commence pas avec la promotion immobilière. Ça a toujours existé, les contestations entre familles. Ça a toujours existé. Et c'est des choses que nous essayons, c'est des choses que nous essayons d'encadrer. Mais aujourd'hui, on a fait mieux. Avec la loi 034, là, vous savez que les différents parents au village, ils ont pu effectivement établir les appuis à faire et les différents actes de cession amiables pour justement sécuriser. Non, le niveau de réalisation des APFR au Burkina est très faible. Le dernier financement, c'est le MCC qui l'a financé et c'est même pas dans toutes les régions du Burkina. C'est dans des régions pilotes. Et même là, ça pose problème parce que si un voisin n'est pas d'accord avec la délimitation, parce que ça se fait avec le GPS, c'est avec un appareil que on détermine. S'il y a un voisin qui n'est pas d'accord, ça ne marche même pas, même la PFR. Il y a combien qui détiennent la PFR au Burkina? Ils ne sont pas nombreux. Oui, votre honneur. Mais dans le cas de la promotion immobilière, heureusement pour nous, je vais dire comme ça, et les promoteurs ne sont pas soumis en général à ce cas-là. Parce que nous, en réalité, nous faisons un travail de fond à la base. Si je vous détaille, si je vous détaille comment est-ce que s'effectue la modulation foncière, vous vous rendez compte qu'en réalité, toutes ces questions sont balisées au départ. Bon, votre travail de fond à la base, là, c'est quoi que vous faites exactement? Alors, il faut faire ce qu'on appelle l'enquête foncière. L'enquête foncière, c'est quoi? Il faut d'abord désigner le géomètre, il faut avoir des rencontres préalables avec des PV pour avoir un consensus global. Par exemple, quand je prends un village X là, nous faisons des réunions pour déjà expliquer le projet, pour susciter l'adhésion de tout le monde. Et c'est par famille que ça se passe. Déjà, il faut délimiter les différents champs. Ça veut dire que la question du voisinage que vous avez posée tout à l'heure ne se posera pas parce que tout le monde, le jour là, tout le monde sort. Ce sont les aînés qui se mettent devant pour délimiter. Et la terre, là, vous êtes un Burkinabé, vous savez comment ça se passe. Le vieux se met devant, il dit, cette portion-là, il piétine, il fait le tour. N'importe qui ne peut pas s'hasarder à le faire. Fais-le, tu verras. C'est pour vous dire que cette question de propriété-là, on a une manière de résoudre ça. Et les chefs de terre, les chefs coutumiers, les villageois savent comment déterminer le propriétaire terrien. Et quand nous faisons ça, effectivement, il faut matérialiser par un accord notarié, authentique, qui montre qu'effectivement la famille a une concertation. Et en général, on signe, c'est l'ensemble de la famille qui signe. Tous ceux qui sont majeurs signent pour dire qu'eux, par exemple, ils sont d'accord pour qu'on transforme les terres et ériger ce qu'on appelle un lotissement. Et en contrepartie, ils vont récupérer les parcelles. Ce qui fait qu'en général, même les conflits qui peuvent naître, nous arrivons à les résoudre. Donc, à notre niveau, je peux vous le dire sans crainte, on a pu résolver ces différentes questions-là. Et le problème moi, je n'ai pas dit. Je n'ai pas sur les problèmes qu'il y a après. Je n'ai pas. Appelle tout le temps. Ça, c'est à un moment donné, même on est tellement fatigué. Quelquefois, c'est pas l'actualité qui nous intéresse. Tant les problèmes sont. Vous dites que vous réglez ça, c'est pas possible. Non, ce n'est pas. Je sais comment ça se passe au village. Je sais très bien comment ça se passe. Ça, moi, je le sais. Mais l'encadrement légal, il est faible. C'est ça. En fait, c'est de ça qu'il s'agit. C'est les démarcheurs qui sont là, qui identifient des terres et qui viennent voir les promoteurs, qui disent, moi j'ai pu avoir des terres qui sont ces maisons. C'est comme ça commence. Puisque c'est parfois par le lien de sang qui démarche et tout. Et puis bon, il y a des démarcheurs dans le milieu qui identifient les terres, qui vous disent, il y a tel nombre d'hectares par là, il y a tel nombre d'hectares par là. Moi j'ai déjà vu les vieux, j'ai fait le travail de fond. Et quand vous dites travail de fond, tout le monde sait comment se passe ce travail de fond. C'est après maintenant, bon, tout le monde sort et puis bon, on passe à toute autre chose. Mais j'ai dit, ici, il y a un encadrement légal qui est faible, mais on a l'impression que vous n'êtes pas d'accord avec la méthode de l'encadrement légal. Et c'est quelle méthode, s'il vous plaît, monsieur? Oui, mais c'est la relecture de la loi par rapport à un certain nombre de choses pour encadrer ça. J'ai l'impression que vous n'êtes pas d'accord. Mais justement, on est là-dessus. Mais vous n'êtes pas d'accord. L'encadrement, en fait, c'est d'éviter. Je pense que c'est le fond du débat qu'on a aujourd'hui. C'est d'éviter que vous ne vendiez que des terrains nus. Je pense que c'est le fond du problème aujourd'hui. C'est d'éviter que vous ne vendiez que des terrains nus et que vous soyez dans la vocation première qui est celle de donner du logement et non de vendre du terrain.
Tant et si bien qu'on soit dans une spéculation qui fait que on est dans un Burkina où les parcelles sont devenues plus chères que dans d'autres pays où ça pourrait être plus prisé, où la logique du pouvoir d'achat devrait nous permettre de ne pas être battu sur ce schéma. Il y a une vraie spéculation aujourd'hui. Voilà, merci. Vous avez touché un point important. Vous parlez donc de nous encourager donc à réaliser des logements. On veut bien. Est-ce que vous savez qu'il y a une étude qui a été réalisée par la Chambre de commerce qui confirme que 85% de la population burkinabé, ce qu'ils attendent là, c'est d'abord le terrain viabilisé. Parce qu'ils veulent aller dans l'autoconstruction. Les gens ne sont pas logés à la même enseigne. Ils sont combien? Moi, par exemple, j'en reçois au quotidien au bureau. C'est-à-dire que le bonhomme, il a 150 000, 125 000 par mois. Pour avoir 5 millions, pour cotiser, il lui faut 5 ans, 6 ans pour cotiser 5 millions. Et ce jeune-là, il doit avoir le droit d'avoir son lopin de terre et prendre le temps de construire son rythme. On ne doit pas lui refuser ça, parce que c'est important. C'est pourquoi nous avons dit, faites comme au Sénégal. Mais l'État va lui permettre d'avoir ça, c'est ce qu'on dit. Mais il faut faire plus de discipline. Non, mais quels sont les lotissements effectués par l'État là? Vous en savez les conséquences. L'apurement du passif avec plus de 105 000 parcelles qu'on a causé comme victime. Et vous en savez. Ça, c'est qui? C'est le lotissement de l'État. C'est-à-dire qu'on nous l'amène en arrière. C'est ça, nous disons que c'est risqué. Parce qu'aujourd'hui, l'État n'a pas les moyens. C'est pas évident. On connaît les limites. Il y a beaucoup de chantiers prioritaires. La santé, la sécurité, l'éducation. S'il faut encore ajouter la question de lotissement à l'État, moi je trouve que c'est une charge. Mais ce qu'on veut éviter, c'est la spéculation dans laquelle on est aujourd'hui et puis la bombe qu'il faut désamorcer. La vérité, c'est que le problème de parcelles au Burkina est devenu un problème vraiment difficile. Je n'ai pas de spéculation parce que quand vous regardez le prix d'une parcelle, vous vous demandez mais c'est sur la base de quoi on vous le donne à la fin. Regardez. Peut-être pour ajouter et préciser la question de juge Va, c'est vrai que vous avez parlé de droit acquis, vous estimez justement qu'il faut tenir compte de ce que vous avez pu avoir comme avantage. Finalement, est-ce que vous n'êtes pas dans une lutte corporatiste? Parce que finalement, ce ne sont que les propriétaires immobiliers qui profitent dans cette affaire-là, parce qu'il y a des ventes qui aujourd'hui sont remises en cause. Non, je dirais que non. Parce que pour nous, s'organiser, ce n'est pas interdit. Et nous sommes organisés en association justement pour défendre nos intérêts et également aussi les intérêts de nos partenaires qui peuvent être les propriétaires tyriens et encore aussi pour participer par rapport, contribuer justement pour améliorer. Puisque c'est une loi. Vous le savez très bien, dès que c'est voté, c'est là omnes. Quand par exemple dans une loi, on dit que quiconque vend un terrain nu est passible d'une peine d'emprisonnement de 5 à 10 ans et que tu dois payer la moitié du prix. J'ai l'article ici 62, je peux vous donner la moitié. Ça par exemple, en tant que promoteur immobilier. Et tout de suite quand je lis ce texte-là, je pense à mon parent qui est au village. Ça veut dire que la contrepartie qui est avec le propriétaire tyrien, comme c'est des projets intégrés, il doit récupérer des parcelles. On dit que quiconque vend s'expose donc à des condamnations pénales. Ça pose problème. C'est autant d'incohérences comme ça dans la loi d'ordre constitutionnel et législatif qui font que nous disons que ce n'est pas possible. Il faut le garder, d'accord qu'il faut améliorer, mais il faut tenir donc justement des différents aspects pour qu'on puisse avoir une démarche harmonieuse. C'est un peu ça notre inquiétude. D'accord. Alors nous sommes presque au terme de cette émission. Nous avons eu le regard du ministre en charge de l'habitat sur la question. Aujourd'hui, nous avons l'Union nationale des promoteurs immobiliers sur la question. On a eu des arguments, en tout cas des propos avancés pour justifier aujourd'hui leur position. Monsieur le juge, chacun va prendre une minute pour donner votre lecture par rapport à ce qu'on a eu sur le regard croisé. On commence avec vous, juge Bourgman. Bon, la question foncière a toujours été un problème au niveau du Burkina, avant même qu'on ne rentre dans le boom des sociétés immobilières. Donc, au niveau des voisins, souvent, c'est un problème. En agriculteur éleveur, donc la question foncière a toujours été un problème qui traverse les âges. Ça, trouver des solutions, oui. À un moment donné, le Burkina a pensé faire la promotion de ce qu'ils ont appelé l'agrobusiness. C'est à partir de ce moment que, pour faciliter effectivement l'accession à la terre, qu'un certain nombre de dispositions légales ont été prises par rapport aux propriétaires terriens qui pourraient effectivement vendre cette terre-là. La conséquence, c'est que vous avez des cadres burkinabés qui ont pris des superficies, mais qui ne les exploitent pas aujourd'hui, qui sont devenus les terres, mais ce n'est pas exploité. Donc il y a une limite à cette loi-là qu'il faut effectivement corriger. Donc il y a à côté des sociétés immobilières qui font un travail qui permet effectivement à des Burkinabés d'avoir du logement, mais il y a aussi des limites à ce niveau qu'il convient également de corriger. Mais si nous ne faisons pas attention dans ce brouhaha-là, nous allons jeter effectivement le bébé avec l'eau du bain. Il y a un gouvernement qui a un souci prospectif, parce que je me projette dans 10-15 ans pour voir dans les périphéries de Ouagadougou par rapport à certains projets d'envergure où est-ce qu'on aura des terres pour les installer. Donc il y a aussi la responsabilité, moi je pointe surtout la responsabilité première des maires.
qui sont les tout premiers responsables dans cette situation, mais qui ont fait un laisser-aller total et nous sommes dans un imbroglio total. Juge va. Moi, il faut qu'on se dise la vérité. C'est que les textes avant nous posaient tellement de problèmes qu'il y a beaucoup qui sont engouffrés dedans. En matière de promotion immobilière, si aujourd'hui ça graisse des dents, c'est parce que la vocation dans laquelle on veut les mettre, qui est la leur d'ailleurs, ne les arrange pas parce que c'est dans la promotion foncière qui gagne plus d'argent. Mais on ne peut pas continuer de fonctionner de cette façon. Ça, moi, je suis clair. Il ne faut pas qu'on accepte de continuer de fonctionner de cette façon. Il faut d'abord avoir, comme on leur impose, un projet foncier qui soit validé. Il faut avoir un titre foncier. Il faut avoir une autorisation de lotissement. Il faut avoir à viabiliser le sol avant même de commencer à vendre des terrains nus. Mais la vérité, c'est que la plupart des sociétés là sont dans du raccourci avec les gens. Et on est dans une spéculation qui ne dit pas son nom. Il faut régler ce problème. Maintenant que ceux qui ont les moyens de faire cette promotion-là se donnent les moyens de pouvoir continuer. Maintenant, c'est un secteur aussi qui, pour moi, aussi a besoin d'être accompagné de façon plus sérieuse. Et il y a un État qui ne s'est pas assumé depuis. Il tente de s'assumer aujourd'hui. Et j'espère que s'arroger le droit de pouvoir faire de la promotion foncière suffira bien, parce que les maires nous ont montré déjà que ça s'est très mal fait. Merci. Et là aussi, il faut être prudent. Merci, messieurs les juges. Alors, Florentin Kafando, coordonnateur de l'Union nationale des promoteurs immobiliers du Burkina, était notre convoqué du jour. Merci en tout cas d'avoir honoré votre présence sur ce plateau. Avec vous, nous avons parlé de la situation foncière immobilière au Burkina Faso. On a entendu vos arguments et en tout cas ce que vous avancez comme raison pour justifier vos craintes vis-à-vis de cette loi. Merci d'être passé. Merci, monsieur le juge. Merci, chers téléspectateurs, auditeurs des médias leaders Truth TV et Watt FM. On se donne rendez-vous demain pour la même mission. Poser un regard critique sur l'actualité. Excellente journée.